Bonjour et bienvenue à l'acte 2 de la semaine du tribunal de l'actualité. Merci de rester fidèle aux médias leaders Truth TV et Watt FM, médias sur lesquels vous nous suivez en direct et en simultané. Nous sommes également accessibles en streaming sur Facebook et en replay sur YouTube. Je suis Adam Scalet Ouedraogo. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, Juge Bougma. Bonjour, Président. Bonjour, Madame, Messieurs. Alors, ce mardi s'ouvre à Paris le sommet sur le financement des économies africaines, un sommet qui connaîtra la participation d'une quinzaine de chefs d'État africains et de dirigeants européens. Quels sont les enjeux de ce sommet? Est-ce une rencontre de trop? Vous aurez la lecture du juge Bougma sur la question. Nous allons également nous attarder ce matin sur les événements survenus hier au lycée Philippe Zenda Kaboré. Des élèves ont saccagé le bureau du proviseur, vandalisé son véhicule et emporté le serveur qui servait à stocker les documents des élèves. Le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouagadougou s'est saisi du dossier. Il annonce une enquête pour situer les responsabilités. Alors, en attendant d'avoir la lecture de juge Bougma sur ces deux questions retenues pour cette deuxième convocation de la semaine du tribunal de l'actualité, nous allons ouvrir la première fenêtre de cette émission, les avant-propos. Juge Bougma, vous avez la parole. Merci, Président. Hier, j'avais fait mon avant-propos sur le milieu culturel et artistique burkinabé. J'avais dit qu'il y a l'espoir qui est permis, compte tenu de ce que nous avons vécu ce week-end, en termes de défis relevés par tous ceux qui se sont pourvus en spectacle. Et donc, que ce soit dans des salles ou dans un stade, peu importe le lieu, mais en tout cas, les paris ont été tenus, les défis ont été relevés. Des Burkinabés ont prouvé qu'ils avaient du génie, et des Burkinabés aussi ont prouvé que ce n'est pas qu'ils boudent des salles, il faut leur vendre ce qu'ils veulent payer, parce que j'ai dit à la fin, il y a un consommateur final qui décide du choix du produit. Maintenant, pour en lien direct avec cet avant-propos, s'il faut se réjouir de tous ces succès, de toutes ces réussites, il y a quand même quelque chose d'assez visible. On n'a pas une salle de spectacle en bonne et due forme, grandeur nature. Et je le dis, c'est pas moi seul qui le dis, c'est un constat. Le palais des sports de Ouaga 2000, c'est dit palais des sports de Ouaga 2000. C'est d'ailleurs le palais des sports de main de Ouaga 2000. Donc, sport de main. Au départ, c'est pour les sports de main. Donc, c'est pas le palais des sports, pour s'entendant par toutes les autres disciplines, sport de main. L'autre salle, c'est la maison du peuple. Au départ, c'était la maison du parti. Jusqu'à présent, d'ailleurs, sur le bâtisse, sur cette bâtisse, sur la bâtisse, c'est gravé palais du parti. Donc, nous devons à Maurice Yameroui à son parti politique. Ensuite, à Ouagadougou, vous avez quoi? L'Institut français. Vous entendez ce que ça veut dire, Institut français. C'est là où Maïl Ngani a pressé. Et puis bon, il y a le Sénasa qui est aussi limité en termes de capacité d'accueil. Donc là aussi, il faut reconnaître qu'il y a une faiblesse. Il reste quoi? Le théâtre populaire, qui n'est même plus fonctionnel. Donc c'est un constat qu'on n'a pas de salle de spectacle en bonne et due forme. Ailleurs, on parle du palais de la culture. À Accra, c'est immense. À Abidjan, c'est immense. Nous, pour le moment, on n'en a pas. Donc, ce n'est pas Ouagadougou seul. Une ville comme Koudougou, vous enlevez le théâtre populaire construit sous la Révolution, vous n'avez plus rien. La maison du peuple, d'ailleurs, à Ouagadougou doit être innovée. Donc, le coût d'innovation a été communiqué, on a polémiqué là-dessus. En tout cas, on attend cette innovation parce qu'ils sont nombreux qui ont peur d'ailleurs d'y aller parce qu'ils disent que la bâtisse a pris de l'âge. Et puis c'est parce que d'ailleurs c'était les tout premiers bâtiments. Si c'était le bâtiment de maintenant où Dame Nature vient dire que c'est bon, mais c'est pas arrivé là. C'était pas évident que la salle tenait jusqu'à présent. Donc il faut d'ailleurs dire bravo aux initiateurs en son temps et à ceux qui l'ont bâti. Donc on a un problème de salle de spectacle à Ouagadougou. Même sur le plan footballistique, on n'a plus de terrain pour jouer un match en bonne et due forme, selon les règles de la CAF. Et même là, on a du chemin. Donc voici un pays où tout est prioritaire, où on a l'impression qu'après l'épisode Révolution, on n'a pas pu planifier pour la durée, se dire en 2021, on pourra avoir tel nombre de spectateurs dans telle salle, il nous faudrait une salle de telle dimension. J'ai l'impression que ce travail, on ne l'a pas fait. Et le constat, il est là et il nous rattrape. Et j'ai dit, ce n'est pas tard. Donc, il nous faut
des salles de spectacle en bonne et due forme. Ça, c'est un plaidoyer que je fais parce qu'effectivement, là, ils sont nombreux ce week-end qui l'ont constaté et qui l'ont dit. Donc j'embouche également la même trompette pour plaider dans ce sens-là, pour qu'on puisse avoir une salle de spectacle, comme on appelle ça, en bonne et due forme. Donc je m'arrête là pour mon avant-propos du jour. Merci Juge Bouma pour cette interpellation et ce plaidoyer que vous faites à l'endroit des autorités burkinabées. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité, aussi bien à la radio qu'à la télé. Et je le disais à l'entame de cette émission, une quinzaine de chefs d'État burkinabés, africains et des dirigeants européens prennent part depuis ce mardi au sommet sur le financement des économies africaines. On l'a dit, le contexte c'est pour relancer justement les économies africaines qui ont été fragilisées par le Covid-19. Alors, Juge Bouma, c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus du contexte, on parle beaucoup plus de la portée de ce sommet-là. Déjà, quels peuvent être les enjeux d'une telle rencontre à Paris? Moi, je pense que le premier enjeu, il faut être courageux et dire sommet France-Afrique. Il faut dire les choses par leur nom parce que ça revient à la même chose. C'est un sommet France-Afrique, mais maintenant, comme la France-Afrique, ça irrite certains, il faut trouver d'autres éléments pour parler quand même de Ouagadougou, nous bander davantage, pour bander les yeux et puis dire sommet de l'économie africaine, c'est sommet France-Afrique. Parce que le sommet France-Afrique d'ailleurs ne discutait que de ces choses-là et ne parle que de ça. Après le sommet de la Bolo, on nous dit allez à la démocratie, les différents sommets France-Afrique se sont succédés, et le sommet de la francophonie, et là, cette fois-ci, sommet sur l'économie, la relance de l'économie africaine. C'est le sommet France-Afrique, version Emmanuel Macron, version, mais j'ai dit, c'est le sommet France-Afrique, il faut appeler les choses par leur nom. Donc nous partons parler de démocratie et d'économie, parce qu'on dira, les questions démocratiques sont liées, les questions sécuritaires sont liées, les questions économiques sont liées, les questions migratoires sont liées. Donc c'est pour aller discuter de tous les problèmes africains. Voilà, peut-être que face aux caméras, ce qui va être servi va être différent. En coulisses, ce qui va être servi va être différent. Mais je ne crois pas que ce soit un sommet fort seulement sur l'économie africaine. C'est un sommet France-Afrique. Mais quand on dit sommet sur l'économie, la relance de l'économie africaine fragilisée par la maladie à coronavirus, ça sonne bien et ça passe bien. Je pense que c'est dans ce sens-là. Donc pour ce sommet-là, c'est mieux de recadrer les choses, appeler les choses par leur nom, plutôt que de nous servir, comme on appelle ça, comme... un titre faire valoir, non, on n'en fait pour rien. Ce sommet France-Afrique, il faut appeler les choses par leur nom. En tout cas, moi, c'est comme ça que je prends les choses. Alors, faire des réflexions sur le financement des économies africaines à Paris, alors ça paraît paradoxal pour certains. Est-ce que vous comprenez un peu cette lecture-là que beaucoup font? Ce n'est pas paradoxal, c'est le sommet France-Afrique. Le sommet France-Afrique a toujours eu lieu. Même si souvent, c'est le sommet France-Afrique a toujours eu lieu. Mais maintenant, on change les termes. Il y a eu Afrique-Amérique, Afrique-Russie, Afrique-Chine, Japon-Afrique, Japon, c'est toujours un pays et puis toute l'Afrique. Cette fois-ci, j'ai dit pour que les choses puissent passer, on met un peu de cosmétique, on dit pour la relance de l'économie africaine et nos chefs d'État y vont. Donc, nous vivons sous perfusion parce qu'on nous a fait croire qu'on n'a rien, on n'est rien, on ne sera rien. S'il n'y a personne à côté pour nous tendre un bol de lait, un bol de bouillie et tout. Donc je pense que c'est dans cette situation que nous sommes. Maintenant, c'est pas mal que les pays se parlent, que les pays se rencontrent pour parler de la relance économique. Voilà. Maintenant, ça, à quelle hauteur? C'est un seul pays et puis tac, l'Afrique. Mais regardons bien, c'est l'ère des sommets. Les différents sommets ont commencé. Après les adresses des différents chefs d'État, la Russie, les États-Unis, Macron. Après cette adresse qui est un rite traditionnel consacré dans les constitutions. Nous d'ailleurs, le Premier ministre, c'est le 20. C'est le 20 mai qu'il va s'adresser à la représentation nationale. Donc après ce rituel-là, c'est le sommet qui vont commencer. Sommet du G20, sommet du temps, sommet de l'OTAN, sommet du G8, sommet de Davos, sommet de... comment on appelle ça, les gars des... j'oublie le nom là. Donc c'est l'ère des sommets qui a commencé jusqu'au match final en septembre avec l'Assemblée générale de l'ONU.
Donc, c'est un sommet France-Afrique qui s'encastre dans la lignée des différents sommets qui sont programmés à l'échelle internationale, qui commencent par les différentes adresses aux nations. Chaque président s'adresse à sa nation et tout et tout. Donc après, ce sont les grands regroupements qui vont encore se rencontrer pour arriver pour le bouquet final, comment on appelle ça, à l'ONU en septembre. Et l'Union africaine, son sommet traditionnel, c'est fin janvier, début février. C'est le rituel. Donc c'est un événement cyclique. Maintenant, on ne peut plus, comme France-Afrique, ça rebute. C'est sur le sommet, sur le financement de l'économie africaine. Maintenant, effectivement, vous dites que ça peut paraître paradoxal. Effectivement, que 15 chefs d'État se déplacent pour aller dans un pays, pas sur un continent seulement, dans un pays pour parler de comment est-ce qu'on relance l'économie africaine. Paradoxe, oui, mais vous savez que sur le plan économique, le cordon ombilical il est tellement fort qu'on y est obligé à un moment donné, entre griffes, d'aller nous asseoir. Mais dès qu'on est obligé de nous asseoir, l'autre obligation, c'est se dire la vérité droit dans les yeux sur ce qu'on peut concéder, ce qu'on ne peut pas concéder, comme l'a fait Thomas Sankara, bon, qui n'est plus. Comme l'a voulu Patrick Lumumba, comme l'a voulu Modibo Keïta, comme l'a voulu Sylvanus Olympio. Quand je parle de Sylvanus, de Modibo, ce qu'ils ont en commun, c'était de vouloir s'affranchir du franc CFA en frappant leur propre monnaie. C'est ce que ces deux-là ont en commun. Comme l'a voulu beaucoup, bon, comme l'ont voulu certains qui ont disparu à travers des coups d'État ou de façon mystérieuse. Donc je pense que on ne pourra pas dire cette vérité si à un moment donné vous leur devez l'échelle de l'ascension au pouvoir. Donc vous êtes obligé également d'aller écouter et puis bon, vous devez partir. Donc je pense que c'est compte tenu du fait que les économies sont liées et surtout nous qui utilisons le franc CFA comme devise d'échange ou comme monnaie d'échange selon on sait les liens forts entre le CFA et la France par rapport à toute sur la chaîne d'économie. Nos produits agricoles sont transformés où? La plupart, la monnaie y est, la banque centrale, et tout. Donc la réalité aussi, elle est là. Donc on est beaucoup liés qu'on ne le pense. Il faut être sûrement dans l'univers des affaires pour voir comment est-ce qu'on est liés et par où souvent les uns les autres nous détiennent. Donc on ne peut pas aussi ne pas se parler, comme on ne vit pas en vase clos. Mais maintenant, dans ce concert de rencontre, qu'est-ce qu'on apporte chacun? Je pense que c'est beaucoup plus là les enjeux. Alors, nos chefs d'État sauront-ils définir les différentes priorités et demander de l'argent pour ce qu'ils veulent faire? Ça, c'est parce que la main qui donne est toujours au-dessus. Et puis bon, il y a cette réalité qu'il ne faut pas perdre de vue. Le coronavirus, c'est vrai, a touché l'économie, mais ce n'est pas l'Afrique seule qui est touchée par l'économie. Non, ce n'est pas l'Afrique elle seule. Donc ce ne sont pas ces 15 pays-là seulement. Même la France, elle est touchée, l'Italie est touchée, l'Allemagne est touchée, les États-Unis sont touchés. Donc c'est à l'échelle internationale. Donc je pense que c'est un sommet France-Afrique, comme les autres sommets France-Afrique, où on aura une photo de famille, un huis clos qui n'en est pas un, et puis on va passer encore à autre chose. Alors, également inscrit à l'ordre du jour de ce sommet de Paris, là, la question de la dette des pays africains. Alors, certains spécialistes parlent même de la possibilité d'un effacement de cette dette-là. N'est-ce pas là l'intérêt, sinon l'opportunité de cette rencontre? Oui, mais il y a eu des épisodes d'effacement de dette. Mais le réendettement, lui, continue. Et même l'effacement est soumis à des conditions. Ce n'est pas effacé pour effacer. Donc, la dette est effacée, mais le lendemain encore, nous allons repartir dire, bon, on a encore besoin d'argent pour financer ci, pour financer ça. Je disais j'ai rencontré quelqu'un qui parlait, je n'ai pas pu avoir ses preuves, les preuves qu'elle détient, mais c'est une personne digne de foi quand même, mais je n'ai pas pu avoir ces éléments de preuve, j'ai demandé, je n'ai pas encore eu. Mais on parle de quoi? De près de... Nous sommes au Burkina endettés, et si nous devons solder cette dette-là, à partir du moment où on arrête, on commence à solder, pour tout finir, il nous faut 45 ans. Par rapport à ce qu'on a comme volume de dette. Mais je dis, je précise que je n'ai pas des éléments clés pour étayer
d'impôts, mais la réalité, elle est là, implacable. Nous sommes surendettés. Donc, nous sommes surendettés. Et c'est tout, c'est pas à l'échelle, c'est pas non seulement. Donc, tous les grands pays sont aussi endettés. Maintenant, c'est la capacité à pouvoir transformer un certain nombre de choses, que sur certains éléments, nous-mêmes, nous assumons sur ça. Ça, c'est important. Sinon, les États-Unis sont surendettés vis-à-vis de la Chine, l'Europe vis-à-vis des États-Unis, et ainsi de suite. Donc là, c'est un système de dépendance qui est là. C'est ça aussi les nations, donc une interdépendance. Mais si vous dépendez à telle enseigne qu'à un moment donné, vous n'êtes plus dans une affaire de rapport de force, mais de valet à roi, là, ça change effectivement la donne. Alors que nous sommes plus ou moins pratiquement dans cette situation. Pour construire une école, il faut regarder à la coopération. Pour un CSPS, il faut se tourner vers la coopération. Pour construire une route, c'est la coopération. Nos ONG, c'est la coopération. Les associations de villages comptent sur la coopération. Sur le plan endogène, pour construire des amphis à l'université, il faut que on vous dira que ça c'est l'amphi belge. Ça c'est l'amphitan. L'amphitan, c'est les noms des amphis à l'université. Les noms des amphis sont liés au pays. Donc, il a fallu que le DG de l'ENAM vienne avec une autre façon de faire pour que des nationaux commencent à mettre de l'argent à une grande échelle pour la construction d'infrastructures réelles de cours d'un autre standing. Et ça, il faut féliciter déjà cette initiative-là. Sinon, on fait le plan de reconstruction ou de rénovation d'une salle ou de ceci, mais on soumet ça aux partenaires techniques et financiers, les fameux bailleurs de fonds, et on attend. On va vous montrer que ça fait 3 ans qu'on a rédigé, mais bon, jusqu'à présent, les partenaires ont regardé, les partenaires disent qu'ils vont venir, les partenaires ne sont pas encore venus. À l'échelle locale, c'est pareil. Démocratie de proximité, décentralisation. Chacun doit compter sur lui-même, sur ses propres ressources, imaginer des initiatives locales pour avancer. Mais là aussi, on compte sur les jumelages. On compte sur les jumelages. Et puis bon, on met en place, comment on appelle ça, un comité de jumelage, où on embarque des gens en mission pour aller regarder de l'autre côté comment ça fonctionne. Mais en réalité, on ne part pas regarder comment ça fonctionne. On part présenter des projets pour dire est-ce que vous pouvez faire ça pour nous, est-ce que vous pouvez faire ça pour nous, pour la jeune fille, pour l'enfant déscolarisé, pour les enfants qui vont dans les mines, pour ceci ou pour cela. Il faut également aller compter sur ces mêmes coopérants pour venir encore à l'échelle locale pour régler des problèmes que des Burkinabés eux-mêmes peuvent régler. Parfois, des natifs de la commune même peuvent régler. Mais on ne pense même pas aller vers eux. Bon, monsieur aussi se dit, est-ce que je peux faire ça? Il n'a même pas conscience qu'il faut. On a un niveau de conscience qu'il faut travailler à repositionner. Parce que ceux qui sont à l'échelle commune, qui peuvent faire certaines infrastructures, ils ne pensent même pas. Ils ne se disent même pas qu'ils peuvent faire. Ils ne pensent même pas y aller. Ceux également qui ont pris l'exécutif communal, à l'échelle locale, ne se disent pas, attention, pour tel projet de tel coup, on a quand même un fils de la commune qui peut faire ça pour nous. Allons lui présenter et allons voir. On dit non, vous savez, il ne s'intéresse pas aux questions politiques si vous partez. Et puis monsieur aussi va dire, s'il lui donne de l'argent, on va dire qu'il s'intéresse aux questions politiques. Et donc, chacun, au nom d'une certaine prudence inimaginable et inutile, eh bien, on est là, on compte encore sur, qu'on appelle ça, sur l'autre côté. Donc la réalité c'est que sur le plan mental, c'est-à-dire le complexe d'infériorité nous est chevillé au corps, et sur le plan mental c'est encore plus grave. C'est encore plus grave sur le plan mental. Donc il y a un travail nécessaire à faire. J'ai dit notre pauvreté, ce n'est pas la ressource naturelle ou quoi que ce soit, ou une certaine rareté des pluies. Non. C'est un problème d'abord de mental. C'est le mind qu'il faut, d'après quelquefois, il faut décrasser. Il y en a qui parlent de décrassage mental ou de je ne sais pas moi. Mais il faut quand même qu'on arrive à nous dire, en réalité nous ne sommes pas pauvres. On a des ressources que nous pouvons exploiter. Mais ça c'est un discours qui est très difficile à entendre, parce que pour transformer, c'est comme je l'ai dit, il faut compter sur
l'extérieur. Donc, nous sommes dans cette dépendance-là qui fait que, bon, c'est très difficile aussi de dire qu'on va s'en sortir, on va se... Voilà. Mais il y en a qui sont optimistes. Vous regardez cette jeune génération, sa façon de faire, sa façon de vivre, sa façon de poser les problèmes, de s'assumer, on se rend compte que les lignes sont en train de bouger. Et là, il y a de l'espoir. Vous regardez les jeunes qui travaillent dans le domaine agricole, dans le domaine de la transformation agro-silvopastorale, dans le domaine du web, du digital, des jeunes Africains, des jeunes Burkinabés qui créent des choses inimaginables. Pour peu que vous intéressez à ces choses-là, vous savez qu'il y a de l'espoir. Donc, 5, 10 ans, il y a l'espoir qui est permis. Parce que, quoi qu'il en soit, il y a des mentalités aussi qui sont en train de changer. Et les graines semées par les Lumumba, les Sankara, les Nkrumah et autres, ce sont des graines également qui sont en train de pousser. Là, il ne faut pas... Je ne perds pas espoir. Alors, sur ce sommet de Paris sur le financement des économies africaines, certains analystes vont plus loin et estiment que c'est une occasion pour la France de se repositionner avec la percée de la Chine en Afrique. Est-ce également votre lecture? Oui, mais ça dit que ça a toujours été, c'est pas un mystère. C'est pas du tout un mystère. Pas un mystère. Le Juncker, je crois, oui, Claude Juncker, l'ancien président de l'Union européenne, en son temps, s'était inquiété de la trop présence de la Chine sur le continent africain. En Europe, ce n'est pas un mystère. Que ce soit les États-Unis, que ce soit les Européens, comment contrer la Chine par tous les moyens, et même la Russie sur le plan sécuritaire, ça est dans l'agenda. Donc ce n'est pas du tout un secret. Et effectivement, ces analystes ont raison de le penser. Donc une France également qui, par sa façon de faire, avec ses limites, elle regarde une Chine qui est venue, mais qui a une autre façon de faire qui diffère de celle que la France utilisait pour opérer et qui lui vaut des points. Parce que la Chine ne s'embarrasse pas de dire c'est un régime démocratique ou pas démocratique, ce n'est pas un problème pour la Chine. Vous êtes de l'opposition, vous partez à l'ambassade, dans des ambassades chinoises, vous demandez à être financé pour les activités de l'opposition. La réponse est claire, nous ne travaillons pas avec l'opposition. Nous travaillons avec le pouvoir. C'est clair, c'est une autre façon de faire. Il y a eu coup d'État, il y a eu ceci, la Chine, ce n'est pas son problème. Parce que la Chine dit aux pays africains, cherchez votre propre voie. Quand l'ambassadeur en second a été sur notre plateau, il a dit la Chine a trouvé son chemin de développement. Et nous, avec les pays, nous leur disons que nous n'avons pas de modèle à imposer. La Chine estime que son modèle n'est pas forcément approprié à un pays comme le Burkina. Mais le Burkina Faso peut trouver par lui-même son propre chemin de développement. Et il ajoute, le jour que vous trouverez votre propre chemin de développement, chez vous, ça va aller plus vite. Ça va aller plus vite parce que vous avez pris du temps pour vous préparer, vous cherchez. Et quand vous allez le trouver, ça va aller plus vite parce que vous avez de l'énergie, vous voulez aller. Maintenant, nous ne disons pas aussi que le système occidental, il est bien ou il n'est pas bien. Nous, Chinois, nous avons pris dans le modèle démocratique européen des éléments pour adapter à notre système de gouvernance démocratique. Et nous faisons avec. C'est eux qui s'en prennent à nous. Mais nous, leur modèle, nous ne nous en prenons pas à eux. Qu'ils soient démocratiques, qu'ils ont une façon de faire ou ceci ou cela. Franchement, ça ne nous regarde pas. Nous, c'est qu'est-ce que nous pouvons prendre dans leur modèle pour greffer chez nous pour que ça marche. Si ça ne marche pas, on ne pourra pas. Donc, la Chine n'impose pas un modèle de fer, alors que l'Occident impose un modèle de fer. Kadhafi est dictateur, il faut le désactiver pour installer la démocratie. Au nom de l'internationale démocratie. Est-ce qu'on a une démocratie en Libye? Est-ce qu'on arrive à asseoir véritablement l'État démocratique tant rêvé? Donc il y a cette réalité. Donc c'est une Chine qui a une façon de faire qui est différente de l'Europe. Donc ça lui permet d'avoir effectivement pion sur rue. Mais ça ne veut pas dire qu'elle aussi elle n'exploite pas. Non, ça ne veut pas dire ça. Des matières premières, partout au Congo avec les mines, dans le domaine des infrastructures,
routière comme sociale, elle est présente. Ah, mais c'est pas rien aussi là. Donc, que ce soit une Russie, une Chine, une France, États-Unis, quoi qu'il en soit, il y a un contrepartie. Est-ce que nous pouvons discuter d'égal à égal? Et nous ne cherchons pas, je dis bien, à savoir quel modèle est-ce que nous pouvons adapter. Il faut voir comment nos routes sont bâties. Nous le voilà à Ouagadougou ou dans les autres provinces. C'est le même tracé. C'est des routes exiguës. Alors que nos maires voyagent, nos ministres voyagent, nos dirigeants voyagent et voient. Ils voient des salles de spectacle. Ils voient des infrastructures routières, hospitalières et tout. Mais quand ils viennent, non. Nos autorités, aujourd'hui, c'est quelle autorité digne de ce nom qui n'a pas mis les pieds en Chine? Dans le domaine des médias, il y a rare de médias burkinabés, je pas dit parce que comme il y a beaucoup d'hommes qui travaillent dedans, il y a rare de médias burkinabés qui n'a pas envoyé au moins 2 hommes de médias en Chine. Les premières vagues ont concerné les journalistes, donc le personnel des médias, après les journalistes, après même les patrons de presse sont allés regarder. Ils sont revenus. Quelle application ils en ont fait? C'est un certain nombre de choses. Et quand on arrive, on est préoccupé par le selfie. Puis depuis la Chine, il faut informer qu'on est en Chine. On est plus préoccupé par ce qu'elle offre comme lumière, comme... Donc quand on revient, on actualise régulièrement notre page Facebook avec. Et puis ça s'arrête là, terminé. Mais vous prenez un exemple d'une personne qui, quand il sort, il a des fans, il y a des supporters, il y en a qui ne supportent pas ce qu'il dit. Simon Ouedraogo, le coach, je l'ai suivi sur une chaîne de télé. Il dit que quand il a eu l'opportunité pour la première fois d'aller en France, il a cherché à rencontrer des chômeurs français pour voir comment est-ce qu'ils vivent. Comment est-ce que c'est géré là-bas? Vous dites que vous n'avez pas de travail, nous ici on n'a pas de travail, mais ici c'est comment? Et puis on lui explique le système. Mais il dit c'est que le chômeur gagne là-bas la même, bon vieux. Ça peut paraître anodin. Oui, mais quand on part dans ce concert-là, qu'est-ce qu'on part prendre pour venir adapter? Donc ce travail-là, c'est un travail à faire. Donc c'est une France qui nous a apporté la démocratie avec ce qu'elle a comme force et faiblesse, pour nous l'a imposé à partir du discours de la Baule dans les années 90. Bon, on y est allé. Mais quelle adaptation est-ce que nous avons pu faire? Non. Nous avons calqué le modèle français à la lettre. Que ce soit dans le milieu politique, dans les milieux des associations, dans les milieux syndicaux, c'est la même façon de faire. Les dénominations se ressemblent, d'un parti politique jusqu'au syndicat. Confédération temps, confédération temps. CGT France, CGT Burkina. Et les partis politiques, Parti socialiste français, Parti socialiste Burkina. Donc, Front national, Front populaire. C'est le même front. C'est sur cela. Donc sur le plan syndical, sur le plan politique, des ONG, des associations, on a fait pareil. Donc la façon de revendiquer, c'est pareil. Donc ça c'est ancré en nous. Donc on a effectivement qu'on doit réadapter. Maintenant sur le plan scolaire, l'éducation qui est le creuset, qui devait permettre de façonner les hommes de demain, les femmes de demain pour répondre à leurs besoins. C'est aussi sur ce modèle qu'on a calqué. Une façon de former des jeunes pour des emplois au départ, parce qu'il y avait une administration à pourvoir. Et avec le temps, au fil des ans, l'administration est comblée. Donc on ne peut plus avoir assez de place pour tout le monde. Mais la formation telle que dispensée n'a pas permis d'alternative. Conséquence, nous sommes dans une telle situation. J'ai toujours pris l'exemple de Cuba. Cuba a commencé le vaccin coronavirus, mais c'est avec son propre vaccin. Mais qu'est-ce qui n'a pas été dit de Cuba? Qu'est-ce qui n'a pas été dit de Cuba? Donc, qui est même venu au secours de l'Italie en plein coronavirus. Donc, il nous faut avoir le courage de réfléchir à adapter.
je n'ai pas dit de tout rejeter. La France a offert beaucoup en termes de choses, comme on appelle ça, de vision et tout, mais il nous faut nous adapter à un certain nombre de choses. Mais là, nous pêchons beaucoup. Et en ce moment, ce n'est pas la France qui est coupable, c'est nous qui sommes responsables. C'est une responsabilité française, mais aussi une responsabilité africaine. Alors, vous le dites, l'Afrique, pour se développer, doit trouver son propre modèle de développement. Et pour certains, cela passe par la coopération sud-sud. Alors finalement, pourquoi cette option-là ne marche pas? Bon, la coopération sud-sud, c'est difficile de marcher parce que même les coopérants vont chercher encore l'argent là-bas pour un certain nombre de choses. Prenons les organisations sous-régionales, l'UEMOA et autres. Aujourd'hui, les questions de G5 Sahel. Mais rappelons d'ailleurs que le G5 Sahel a été l'initiative de qui? La France. Quand l'opération Serval est terminée, il fallait penser à une alternative pour pouvoir toujours continuer. Donc, Barkhane et tout, mais il faut aussi un instrument. Donc c'est en ce moment que G5 Sahel a été sorti. Au départ, nous avions pensé que le G5 Sahel était une force militaire, à l'image beaucoup plus de l'OTAN. Mais après, on se rend compte que les mêmes projets qu'on retrouve dans la CEDEAO, dans l'UEMOA, dans comment on appelle ça, les pays du Liptako Gourma, c'est à peu près les mêmes projets qui sont contenus dans le G5 Sahel. À quelques exceptions près. Les seuls, j'ai dit bien, quelques exceptions près, quoi. Comme on appelle ça, une compagnie aérienne, une académie de formation sur le plan de la sécurité, des projets de développement, parce que les projets sécuritaires sont liés au projet de développement. L'UEMOA est déjà dedans, la CEDEAO est déjà dedans, d'autres organismes sous-régionaux sont dedans, le Conseil de l'entente ressuscité après l'arrivée d'Alassane Ouattara au pouvoir, qui avance, copain, je ne sais pas moi. C'est à peu près les mêmes choses. Donc, mais ces mêmes-là, quand ils finissent et élaborent le budget là, ils tendent la main encore aux mêmes là. Donc même cette coopération sud-sud, c'est très compliqué. Parce qu'il y a aussi que sur le plan, ce n'est pas que sur le plan coopération, il n'y a pas d'éléments à prendre, non. Avec le Maroc, on a vu l'opération Sahara qui a produit des fruits au Burkina. C'était un bel exemple de coopération. Avec la Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'elle a dit qu'elle va diminuer son offre en termes d'énergie. Le Ghana, c'est pareil. C'est une autre forme qui nous donne également de l'énergie, qui nous vend de l'énergie. C'est une autre forme, comme on appelle ça, de coopération sud-sud qui marche. Mais à un certain niveau, ça va demander des ressources. Et c'est quand ça demande des ressources financières qu'on a encore la CBIL. Donc, les centaines de milliards de fonctionnement demandés par le G5 Sahel, ce n'est pas venu. Parce que les États-Unis de Donald Trump, en son temps, avaient dit qu'il ne va pas donner l'argent à des bureaucrates. Il préfère donner directement aux pays concernés. Parce que celui qui donne décide de quoi donner et à qui donner. Donc, la limite de la coopération sud-sud est à ce niveau. Donc, sur le plan des ressources, ça pose véritablement problème. Donc je pense qu'il y a cette réalité qu'il ne faut pas perdre de vue. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de début. Il y a des coopérations sur un certain nombre de choses déjà entre les États. Parce que traditionnellement, entre les États, après les indépendances, les coopérations civiles et militaires, effectivement, ont été signées sur un certain nombre de choses. Mais ça, c'est le fonctionnement classique des États. Mais sur un rythme suffisamment poussé, c'est à ce niveau-là, effectivement, qu'il faut voir les choses. La Côte d'Ivoire et le Burkina ont un bel exemple en ce qui concerne le traité d'amitié et de coopération qui avait été voulu selon ce que Laurent Gbagbo avait dit ici, à l'image de l'axe Paris-Berlin, qui pour lui c'est la colonne vertébrale de l'Europe. Donc l'axe Abidjan-Ouaga devrait constituer également cette colonne vertébrale de l'Afrique de l'Ouest, compte tenu de leur position géographique et des différentes potentialités des deux pays. Donc c'était la vision qu'il avait partagée, qui effectivement, qui, il faut le dire, est une vision juste parce que le Burkina à Carrefour, la Côte d'Ivoire qui constitue 40% de la masse monétaire déjà de la BCEAO. Donc c'est une force politique. Le Burkina a une situation géographique favorable, avec également sur le plan politique
j'avais une certaine longueur d'avance sur un certain nombre de choses, je pense que le tandem pouvait fonctionner à merveille. Et donc sur le plan du traité d'amitié et de coopération, il y a un certain nombre de choses qui ont été entreprises sur le plan de la coopération culturelle, en tout cas sur le plan de la culture, ils sont très en avance, et sur un certain nombre de choses très en avance. Maintenant, le symbole matériel visible aussi, ça va être l'autoroute Ouagadougou. Ouagadougou Abidjan, pour ne pas dire Ouagadougou Yamoussoukro. Mais là, on est aussi bloqué par les questions de finances. Nous avons plusieurs fois reporté les cérémonies officielles de lancement des travaux, et puis maintenant on n'en parle d'ailleurs plus. Mais ce n'est pas que ce n'est pas un bon exemple, mais il faut que les moyens suivent pour pouvoir avancer. Mais sur le plan des populations, ces deux populations-là sont très bien imbriquées. Comme on appelle ça, entre les Ivoiriens et les Burkinabés, il y a au niveau base, il n'y a pas de problème. Ce sont les hommes politiques qui arrivent par moment à créer des divisions. Mais les limites de la coopération c'est sûr quand il faut chercher maintenant l'argent pour les projets d'envergure. Donc on se retourne encore vers les mêmes bailleurs de fonds. Merci, juge Bougouma. Alors, je le rappelais, pour cette actualité-là, il faut dire qu'une quinzaine de chefs d'État africains, dont le président du Faso, prennent part justement à ce sommet. Nous allons suivre de très près cette actualité-là. Certainement que les conclusions vont nous permettre d'affiner davantage nos lectures et analyses sur la question. Nous allons passer au deuxième sujet enrôlé pour la présente convocation. Je le disais, hier, des élèves ont saccagé le bureau du proviseur du lycée Philippe Zenda Kabouré. Ils ont vandalisé son véhicule et emporté le serveur qui servait à stocker les données des élèves. Le procureur du Faso, je le disais, s'est saisi de la question et a même annoncé une enquête pour situer les responsabilités. Peut-être en attendant d'avoir les vraies raisons de ce qui s'est passé, on peut déjà se dire que c'est quand même assez grave, juge Bougouma. Oui, bon, c'est grave, là, il faut le dire et puis maintenant penser à comment on jugule, quoi. Parce que se limiter à ce qui s'est passé avec en alignant des superlatifs et des qualificatifs ce n'est pas la solution. La solution, c'est de chercher des solutions. C'est ça, quoi. Là, c'est à ce niveau-là qu'il faut aller. Parce que là, c'est beaucoup plus un cas différent de ce qui est donné de voir par rapport aux revendications ces derniers temps. Parce que là, il s'agit de conseils de classe par rapport à un certain nombre de choses. Vous savez, il y a les questions de moyens et bon, plusieurs a tenté de s'expliquer. Certains disent qu'ils ne devraient pas parler aux élèves, ils ne devraient pas. Bon, bref, c'est arrivé. C'est sur ces questions-là que ailleurs, on ne compte pas sur des rachats, quoi. Mais je pense qu'ici, c'est sur les questions de rachat qui ont mis qu'on appelle ça, le feu aux poudres. Mais je dis bien, ne regardons pas où nous sommes tombés, regardons à partir du moment où nous avons trébuché. C'est ça l'essentiel. Donc que les élèves aient ci ou faire ça, ce n'est pas cela. Comment est-ce qu'on limite les dégâts ou comment on commence à juguler cette situation? C'est ce que les parents d'élèves et l'administration devaient pouvoir s'accorder à faire. D'accord. Alors c'est vrai que depuis hier, les indignations fusent de toutes parts au regard de ce que nous avons vu et la gravité des faits. Mais ce n'est pas une première au Burkina. Des responsables d'établissements ont été séquestrés, des drapeaux ont été brûlés. Il y a aussi des engins d'enseignants qui ont été brûlés par des élèves. Finalement, pourquoi on n'arrive pas à juguler le problème? Manque de sanctions ou bien il faut carrément une solution structurelle comme vous le dites? Il faut une solution structurelle. Quand ça a commencé, bon, les 5 dernières années, il y a d'abord eu, je parle des 5 dernières années parce qu'il y en a l'appel. Il y a les élèves qui ont cassé le drapeau à l'Est. Le ministre de l'Éducation en son temps, son discours c'était de dire que les élèves ont le droit de revendiquer, ils ont le droit d'aller en grève, mais il faut le faire dans l'ordre. Voilà qui est bien dit. Alors qu'en face, il y a un discours qui est servi aux élèves, seule la lutte libère. Et sans lutte, ça ne va pas aboutir. Mais comment on lutte? Comment maintenant on respecte la lutte? Comment on opère la lutte en respectant le dispositif républicain? C'est là où tout le problème se pose. Parce qu'en face, dans les contenus, on a fait en sorte que l'enfant n'ait que des droits.
j'avais cité ici un avant-propos, ce qui est contenu dans la déclaration des droits des enfants, qui était placardée à Ouagadougou devant le CIAO pendant de nombreuses années. Je crois que ce sont les travaux d'infrastructure d'ailleurs qui ont enlevé le panneau. Donc, les droits des enfants sont résumés 10, alors que bon, il y a beaucoup de droits. Donc, à la lecture, Laurent Gbagbo s'était écrit en disant mais c'est un vieillard, ce n'est pas un gamin, c'est pas un enfant. Si tous ces droits-là, c'est pour un enfant, c'est pas un enfant, c'est un vieillard. Donc, on a appris à leur dire qu'ils ont des droits à tout, sans leur rappeler le moindre devoir. Parce que quand il s'agit de faire la promotion des droits de l'enfant, il y a suffisamment d'argent, il y a suffisamment de partenaires techniques et financiers qui vont vous mettre les moyens pour reproduire les flyers, pour organiser les conférences. En son temps, nous avons reçu des conférenciers qui sont venus nous parler des droits des enfants sur des questions que nous, parfois, qui n'étions pas parents à l'époque, on avait du mal à nous accorder avec les conférenciers. Parce qu'enfant, on se dit, nous aussi, c'est vrai, on est enfant, on a droit, mais on se dit, on a des limites. En tant qu'humain, on a des devoirs. Et ces choses, on les avait déjà discernées. En étant toujours sur les bancs, des questions de certains élèves, c'était de savoir, mais finalement, l'enfant n'a pas de devoir. On a l'impression qu'il a droit à tout. Et des conférenciers se plaisaient à gratter la tête, à rincer les yeux avant de dire, bon, vous savez, chaque droit renvoie à un devoir. Non. Ce qui n'est pas dit, n'est pas dit. Personne n'a mis qu'il a le devoir de faire ses devoirs en classe. Il a le devoir de respecter la discipline de l'école. L'enfant a le devoir de respecter ses enseignants, de respecter ses parents, de respecter les personnes qu'il rencontre dehors. Il a le devoir de faire ci, il a le devoir de faire ça. Personne ne lui a dit ça. On lui a dit qu'il a droit. On ne lui a pas dit qu'il a un devoir. Et on a travaillé, en montant encore, on travaille, on enlève l'autorité sur l'enseignant, qui n'a plus aucune autorité sur l'enfant. Maintenant, les mécanismes qui devraient pouvoir suivre pour discipliner l'enfant autrement, on n'a pas. Comment on appelle ça, l'éducation civique. À un moment donné, il fallait compter sur il y avait un programme qui avait été lancé, l'EMP, l'éducation en matière de population. Donc, les enseignants de français, d'histoire-géographie avaient été enrôlés. Ils ont été mis à niveau pour revenir effectivement dispenser des cours en EMP, éducation en matière de population. Donc, qui englobait des thèmes sur le plan civique et tout. Bon, apparemment, on dirait, je ne sais pas si c'est le financement qui est fini. À un moment donné, nous, on a eu des cours en tout cas là-dessus, mais après, ça n'a pas continué. Et puis, bon, on est passé à autre chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, c'est devenu compliqué. Donc, l'enfant a grandi avec en tête qu'il a des droits. Il n'a plus aucun devoir. Et en face aussi, nous parents, on leur a appris aussi la violence dans la revendication. Parce que nous parents sont allés à l'école et puis gifler le maître devant les enfants. Ça, c'est l'attitude des parents. Il a giflé le maître. Ou il a débarqué avec des objets contondants pour violenter, comment on appelle ça, l'enseignant, devant les élèves. Donc l'enfant se dit, c'est la violence qui paie. Mais on est encore allé plus loin. On violente l'enseignant devant l'enfant. L'enfant déconne à la maison et le parent ne se comporte pas bien, il ne respecte pas le feu tricolore. L'enfant dit, papa, le maître a dit de respecter le feu tricolore. Il demande à l'enfant, ton maître connaît quoi? J'ai vu des cas comme ça. Ou dans des familles. Le temps que le père réalise que ce qu'il dit à l'enfant c'est grave, en termes de phrases là, il a sorti. Ton maître connaît quoi? Donc le maître connaît rien. Donc petit à petit, c'est nous-mêmes qui avons implanté ces germes-là sans faire effectivement attention. Conséquence, nous sommes arrivés à une telle situation. Alors qu'avant, dès que vous mettez le pied à l'école, au CP1, on vous dit cet arbre-là, l'arbre que vous voyez là, tu dis oui, c'est pour vos aînés de telle classe. Tel arbre, c'est pour ceux de CM2. Tel coin, à la récréation, tu vois ici là, c'est ceux de CM2 qui vont là-bas. Là, c'est ceux de CM1 qui vont là-bas. Donc, comme vous êtes au CP1 là, vous restez ici. Tu comprends déjà que la société a une hiérarchie. Et puis, en mode comme on dit, à table, c'est à chacun à son tour en fonction de la gradation.
Maintenant, si tu es un enfant de CP2, puis tu peux boxer du CE2, puis tu peux aller te mesurer, ça c'est ta force physique qui va te donner de pouvoir t'imposer. Il y a eu des cas comme ça. Et au fur et à mesure, vous grandissez sous l'aile de vos aînés et on vous enseigne la discipline à l'école. Donc, pour éviter de ne pas avoir de problèmes, quand vous voyez monsieur ou madame qui vous enseigne, vous disparaissez. Parce que si vous ne le saluez pas, c'est un problème. Mais la salutation, tout était réglementé. On vous dit, comme vous n'êtes pas encore à son niveau, vous ne devez pas être le premier à tendre la main. Vous croisez les mains. S'il vous tend la main, vous tendez la main. Mais s'il ne vous tend pas la main, vous croisez les mains et vous saluez. Mais pour éviter même d'avoir des problèmes, quand vous le voyez là, vous dites, allez, s'il ne vous a pas vu, là, c'est bon. Parce qu'il va même vous demander, tu as laissé le cahier et puis tu fais quoi ici? Donc, mais à un moment donné, ces choses-là, au contact avec l'universel, c'est terminé. Mais on n'a pas regardé comment les autres pays éduquent leurs enfants. Comment la Chine éduque ses enfants pour demain. Comment la France éduque ses enfants. Comment les États-Unis enseignent leurs enfants pour demain. Qu'est-ce qu'ils leur disent? Qu'est-ce qu'ils mettent dans la tête d'un petit Américain? Qu'est-ce qu'ils mettent dans la tête d'un petit Chinois? On n'a pas cherché à savoir ça. C'est pas important. L'important, c'est que des partenaires donnent de l'argent pour faire la promotion des droits des enfants, pour faire la promotion. À un moment donné, il y a eu un programme également qui était venu dans le domaine de l'enseignement sur l'hygiène, sur les maladies, sur les questions liées à l'éducation sexuelle. On a vu des panneaux placardés à Ouagadougou. Bon, c'était destiné aux enfants sur les questions de sexualité, de la reproduction. On a caché ça sous le vocable de la reproduction et tout, en milieu scolaire, des programmes ont été dispensés, des enseignements ont été dispensés, on finit, voilà. Certaines organisations de la société civile, certaines associations sont passées sensibiliser, et puis pour des enfants qui à peine entrent en puberté, on lui tend un paquet de préservatifs pour dire au cas où. Et puis on a continué dans ça. Donc, je pense que l'heure n'est pas à ressasser ce passé qui est dépassé. C'est de coucher, je dis bien, des solutions structurelles qui passent par un encadrement adéquat des plus petits jusqu'à leurs encadreurs et en montant. À un moment donné, comment on appelle ça, la génération va commencer, parce que ceux qu'on a semés là, ils ont commencé à porter leurs fruits. Ce qu'il faut améliorer, c'est la prochaine semence. D'accord. Alors, pour ce qui s'est passé au lycée Philippe Zenda Kaboro, pour certains, au-delà même de la communauté éducative, c'est aussi tout le monde qui est interpellé, aussi bien les parents d'élèves que les autorités. Moi, je n'accuse même pas les élèves, pas du tout. Moi, je n'accuse pas les élèves. Les élèves sont un produit d'une société qui a commencé à tomber en déliquescence à un moment donné. Donc un pays, une société où tout est permis, du droit de l'homme à tout vent. Même quand on doit lui rappeler ses devoirs, vous trouverez des gens qui disent non, ils ont le droit aussi. Donc c'est dans ces conditions que nous sommes. Je suivais un chef traditionnel tout récemment, la semaine dernière, sur une chaîne de télé. Un chef traditionnel, je dis bien, qui pose un certain nombre de conditions par rapport aux enfants. Il faut les recevoir pour parler de ceci, s'il y a des choses que... Moi, si je veux ce chef en face, j'allais lui demander, est-ce qu'il a été initié traditionnellement sur la vie traditionnelle? Et quand il partait à son initiation, est-ce qu'il a eu le temps de dire à celui qui va l'initier là, ce comportement, je ne veux pas ça, il faut barrer ça, il faut maintenir ça. Il s'agit d'éducation et de règles, de normes et d'inculquer des valeurs. Mais bon, nous sommes dans une situation où ceux qui sont censés incarner et porter un certain nombre de valeurs pour la solidification de la société sont même perdus quelque part. Donc, les mêmes sont des promoteurs de débit de boissons où les mineurs se rencontrent et ils sont assis, ils regardent, parce que ce ne sont pas des mineurs, ce sont des clients. Je dis la semence, là, ce qu'il faut faire, c'est d'améliorer la prochaine semence. Celle-là, celle-là, encadrer, sauver ce qu'on peut faire. Je n'ai pas dit de... C'est-à-dire que nous sommes dans une situation où l'espoir est fondé sur la prochaine génération. Ce n'est pas dit que celle-là, elle est perdue. Mais le travail de redressement
ça va être très difficile. Mais au même moment où on met des moyens pour un redressement, en appliquant ce qui est prévu par les dispositions légales, il faut penser à solutions structurelles. Et je fonde l'espoir que les États généraux, les assises nationales qui sont annoncées, prendront en compte cet état de fait-là. Mais les parents, je dis bien, ont une grosse part de responsabilité. Et la société que nous avons calquée nous a créé aussi. Il y a des forces et il y a des faiblesses. Parce que très tôt, monsieur est parti, madame est partie, pour aller chercher l'argent pour venir s'occuper de tout petit. Alors, donc, merci, monsieur le juge. Comme il est parti chercher pour venir s'occuper de lui, il n'a même pas le temps pour prendre soin de lui, pour inculquer un certain nombre de valeurs. Parce que l'important, c'est de pouvoir avoir l'argent, lui trouver un bon jouet, l'habiller correctement. Quand il sort le jour de fête, c'est l'enfant d'un tel, il est joliment coiffé, il a accès à toutes les chaînes à la maison. C'est ça, éduquer l'enfant. Et les questions de valeur, on n'a même pas le temps de lui donner. En ce moment, la télé lui donne et la rue lui donne. Alors, vous l'avez dit, il faut une solution structurelle, holistique et inclusive pour en tout cas arriver au bout de ces phénomènes-là, notamment la violence dans nos établissements. Merci, monsieur le juge, pour ces différentes clés de lecture. Nous sommes au terme de cette émission. Nous vous disons merci pour tout ce que vous avez donné en termes de décryptage. Nous nous donnons rendez-vous demain pour le même exercice, poser un regard critique sur l'actualité, et cela se fera avec le tribunal au complet. En attendant, on se dit à demain et restez fidèles au programme des médias leaders Truth TV et Watt FM.